Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous, sénatrice gauche républicaine et socialiste de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Madame la sénatrice, et merci d'être avec nous sans le masque. Voilà, c'est encore mieux. Robin Reda en face de vous, député libre de l'Essonne. Bonsoir, Robin Reda, bienvenue. Sébastien Chenu est avec nous, porte-parole du Rassemblement national, député lui aussi, mais du Nord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bienvenue Frédéric Descrozaille, député lui aussi de la République en député La République en Marche, du Val-de-Marne. Bonsoir, monsieur Descrozaille. Et bienvenue. On va commencer par l'actualité sanitaire avec les chiffres du jour et une comparaison qui forcément claque, qui marque cette journée. Le pic de la deuxième vague a été dépassé aujourd'hui en réanimation. Jade Partouche d'ailleurs, vous avez pu vérifier les chiffres. Dites-nous ce qu'il en est. Oui, ça y est, en effet, le pic a été atteint aujourd'hui sur le nombre de personnes admises en réanimation. Ce sont les tout derniers chiffres publiés par Santé publique France. Vous voyez qu'aujourd'hui, 4 974 personnes sont en réanimation à cause du Covid. C'est environ 100 de plus qu'hier, 10% de plus que la semaine dernière. Au mois de novembre dernier, vous le voyez, on était à 4 903 personnes en réanimation. Donc c'est un triste record aujourd'hui. En revanche, vous le voyez, on peut tenter de se rassurer si c'est possible en regardant le pic atteint au mois de mars-avril dernier. Vous voyez qu'on en est encore très loin avec 7000 personnes en réanimation à ce moment-là. Là où les niveaux de mars et de novembre ne sont pas encore atteints, c'est sur les hospitalisations dues au Covid, mais vous allez voir que la différence est extrêmement fine. Aujourd'hui, 28 322 personnes sont hospitalisées pour Covid. Vous voyez que c'est moins que le pic précédent du mois de novembre à 33 130 personnes et 32 000 personnes hospitalisées au plus fort de l'épidémie au mois de mars-avril. Mais vous voyez que tous ces chiffres tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Merci beaucoup, Jade Partouche. Et devant cette situation, il y a un début de fronde qui commence à s'organiser auprès de certains maires qui s'affranchissent de plus en plus de la stratégie vaccinale. Vous avez peut-être vu David Lisnard, le maire de Cannes, la semaine dernière, qui s'est mis à vacciner à partir de 50 ans. Et aujourd'hui, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, qui propose de vacciner les enseignants et les personnels de l'éducation de son arrondissement, du 7e, donc, dont elle est la maire. Regardez ce qu'elle dit dans cette lettre. Je décide de proposer à tous les enseignants de vos établissements de pouvoir se faire vacciner dès cette semaine. Et la réponse de la préfecture de police est arrivée quelques heures plus tard et Didier Lallemand dit « pas question ». Si l'intention relatée se traduit par la prise de rendez-vous au bénéfice de publics qui ne sont pas prioritaires, sa mise en œuvre ne pourrait que rencontrer mon opposition et m'amener à prendre toutes les mesures utiles. Sébastien Chenu, d'après vous, les maires ont-ils raison ou pas de se rebiffer comme ils le font ? Les maires, les élus, les Français ont raison de ne pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une absence de stratégie. Ces initiatives de maires, elles s'expliquent par le fait qu'il n'y a aucune stratégie, aucune visibilité, aucune ligne d'horizon. Le président de la République nous a dit « nous partons à la guerre », mais nous partons à la guerre sans munitions, c'est-à-dire sans vaccin. On n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de test. Aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. Donc, on part à la guerre sans munitions. Eh bien, quand on part à la guerre sans munitions, eh bien, les gens tentent de se débrouiller par eux-mêmes pour faire face. Et moi, je n'arriverai toujours pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre, au-delà des vaccins, pourquoi est-ce que le gouvernement rechigne sur le contrôle et la généralisation du contrôle des eaux usées, sur les autotests, les tests antigéniques, enfin, tout ça n'arrive toujours pas. Tout ça n'est toujours pas, toujours pas partout. Non, les centres de vaccination sont fermés parce qu'il n'y a pas de vaccin. Moi, je suis élu de Denain. Le centre de vaccination, le président de la République est venu mardi dernier nous dire « Le Nord, vous aurez des vaccins, ça va être formidable ». Le week-end suivant, le centre de vaccination de Denain a fermé. Bravo, la crédibilité de la parole présidentielle. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de munitions. Il n'y a pas de visibilité, donc les gens, les élus, se débrouillent pour protéger leur population parce qu'il est bien là l'enjeu. Protéger la population. Robin Reda. Il y a une impatience vaccinale, c'est clair, et c'est ce que traduisent les maires en faisant ces demandes, parce que ce sont avant tout des demandes. Il faut d'abord les doses de vaccins. Oui, bah oui. Et Rachida Dati, par exemple, a raison lorsqu'elle exprime le besoin de vacciner dans les écoles. C'est l'honneur de la France, et pour le coup, j'étais d'accord avec le gouvernement de laisser les écoles ouvertes depuis le mois de septembre. C'est fondamental pour la continuité éducative pour nos enfants. Mais enfin, si les enseignants, si tous les personnels, tous les adultes qui font vivre les écoles au quotidien ne sont pas protégés, eh bien l'éducation nationale des enfants, l'éducation des enfants sera en danger. Oui. De la même manière que toutes celles et tous ceux qui font vivre la démocratie au quotidien, dans l'administration, dans les entreprises, ont besoin aussi d'être protégés. Donc, en réalité, il y a une absence de stratégie globale et on le voit bien, elle s'est ciblée sur un petit nombre de personnes âgées. Et puis, il y a besoin d'aller vers plus de vaccination pour tout le monde, en fait. Marie-Noëlle Lienemann, vous les soutenez, ces maires, ou pas ?
Moi, je me méfie des attitudes où chacun trouve sa priorité par rapport à l'autre. Le problème, c'est l'incapacité du gouvernement à avoir une stratégie cohérente, à avoir qu'on ait des doses, à être opérationnel. Mais alors, décider qu'on fait passer les enseignants, ce que je peux comprendre, devant les personnels soignants ou de je ne sais qui, je ne sais pas quelle est la légitimité d'un maire. Moi, pour l'école, en tout cas, j'ai une certitude. C'est que l'attitude, autant pendant tout un temps, je trouvais tout à fait normal qu'on essaie de maintenir les enfants à l'école au maximum. Là, je considère que, vu l'état de l'épidémie, la théorie de on ferme une classe parce qu'il y a un enseignant, il y a un enfant qui est touché par le Covid, elle est totalement scandaleuse. Tout à fait, mais c'est donc il faut fermer tout le monde. Parce que pourquoi c'est scandaleux? Parce que d'abord, les classes qui ferment, c'est plutôt dans les quartiers défavorisés. Je vous rappelle que c'est plutôt là, hélas, que la maladie se contamine. Deuxièmement, oui, mais beaucoup. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Eux aussi, ils vont accumuler du retard parce qu'ils ont été confinés. Donc il vaut mieux mettre du retard pour tout le monde? Non, oui, je préférerais. Et de ce point de vue, j'étais plutôt pour avancer les vacances scolaires ou pour dire on confine et on réduira les vacances d'été d'une semaine au début et à la fin. Mais parce que si on considère qu'il faut que les enfants aient leurs heures scolaires, je suis pour. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la France a diminué de manière drastique son nombre d'heures d'enseignement par rapport à d'autres pays. On a baissé le nombre d'heures à l'école dans ce pays. Donc en tout cas, et ça, c'est pas seulement le gouvernement, c'est vu. Ça fait longtemps. Donc tout ça pour vous dire que je crois qu'il est temps qu'on reprenne une stratégie vaccinale de vérité. Oui. Parce que le gouvernement fait sans arrêt, nous annonce des chiffres. Vous allez voir, demain on reste gratis. Attendons Godot. On sait très bien qu'il y a des incertitudes sur ces chiffres-là. Et il faut donc avoir une stratégie de confinement territorialisé, parce que je parle des écoles, là où il y a des gros besoins. Si dans les écoles du sud-ouest, c'est pas la peine d'aller fermer. Frédéric Descrozaille, vous qui nous avez dit ici au début, c'est vrai qu'on n'a pas été très bon, vous n'avez jamais été langue de bois sur cette question des vaccins, mais vous voyez bien que le débat, il se poursuit, la polémique, elle continue, et les maires prennent ces initiatives. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous dites, bah oui, chacun, après tout, fait comme il peut, quoi? Je les comprends, parce que je comprends cette impatience qui a été décrite. Là où je le conteste, c'est que en Seine-Saint-Denis, vous avez les plus de 75 ans vaccinés qui sont moins de 60%, alors qu'ils sont pratiquement 80% en Ile-de-France. Il y a un centre qui a été créé à Bobigny qui passe les appels. C'est-à-dire que c'est le centre de Bobigny qui va chercher les gens, qui envoie les bus. Parce que vous avez des personnes âgées en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas de voiture, ils ne prennent pas le transport en commun, ils ne se déplacent pas, ils ne sont pas en EHPAD, ça coûte cher les EHPAD. Donc si on commence à prioriser et qu'on laisse faire comme Rachida Dati un petit peu partout, écoutez, on va étendre et puis on fait de plus en plus jeune, cette population-là, on va la louper. Donc c'est un équilibre qui est infernal. C'est vrai qu'on est en retard sur les vaccins. Et il y a quand même l'honnêteté de reconnaître qu'il y a au moins un labo qui nous l'a fait à l'envers. Et puis sérieusement, c'est-à-dire qu'on s'est pris... il y avait une dynamique qui a été cassée avec cette affaire d'AstraZeneca, mais il faut maintenir cette stratégie de privilégier, et c'est une stratégie, quoi que vous en disiez, facile de dire qu'elle est illisible, elle est simple, on prend les plus fragiles, et les plus fragiles, c'était les plus âgés. Donc il y a 80% du personnel, des pensionnaires des EHPAD vaccinés, c'était 30% de la mortalité pour 1% de la population, on n'a plus de pensionnaires aujourd'hui en réanimation. On continue par les plus fragiles, et les plus de 75 ans, je le répète, des zones effectivement les plus précaires, ils en prennent plein la gueule. Donc là, qu'il y ait des centres qui aillent les chercher, il faut que ces centres aient des doses et qu'ils ne soient pas débordés par un afflux de volontaires plus jeunes. Chers collègues, juste, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers la généralisation du contrôle des eaux usées ou vers les autotests? La Suisse et l'Autriche vont vers les autotests avec des résultats assez probants. Je ne dis pas que c'est simple, que s'autotester n'est peut-être pas complètement simple, mais enfin, je suis persuadé qu'on sait faire aussi bien que les Suisses et les Autrichiens. Ils ont des résultats et la généralisation des eaux usées permet de détecter des clusters à venir. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers ces types de priorités qui, à mon avis, sont du bon sens? Ce n'est pas idéologique ce que je vous dis. Non. Ce sont des leviers à activer pour trouver des débuts de solutions. Je ne sais pas. Et je regrette qu'on n'ait jamais su appliquer la politique de traçage isolement, et ça suppose effectivement d'avoir un recours massif aux tests et aux autotests. Ce qu'on peut constater quand même à l'échelle internationale, c'est que là où ça marche, le traçage isolement, c'est là où il y a un très fort contrôle social dans la population. Je ne parle pas d'État policier, je parle d'un très fort contrôle social. Donc en Asie, quoi. Oui, en Asie. Bon, ce n'est pas notre cas. Et le fait est qu'il n'y a pas cette discipline, collectivement, on peut se le dire. Ce n'est pas la faute des Français. Mais autant, je pense qu'il y a une discipline qui est appliquée sur les gestes barrières, autant sur le fait d'avoir la rigueur de savoir si je suis positif et de m'isoler 7 jours quand c'est le cas.
et d'avoir, à ce moment-là, de demander une politique d'accompagnement pour ceux qui ne peuvent pas s'isoler, on n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est 10 000 cas par jour en Ile-de-France. Donc de toute façon, même les centres d'appel pour aller chercher les cas contacts sont complètement submergés. Mais moi, ce que je constate, c'est que le président de la République a joué un peu la roulette russe dans cette affaire. Autant en janvier, on peut dire fallait se donner peut-être un peu de temps, mais enfin, il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, qu'il aurait dû prendre des décisions beaucoup plus efficaces sur le confinement. D'ailleurs, j'ai participé à un débat ici où je le demandais. Pourquoi ? Pas du tout pour faire suer les Français, mais parce que, d'abord, le principe de précaution dont on nous parle beaucoup, il s'appliquait là. La première chose, c'est que les scientifiques avaient annoncé le pic là, maintenant, en mars, avril, à 1 semaine près, dans cette zone-là. Quand on a ce pic-là, lui, la thèse, c'est de dire on va attendre de voir si le confinement qu'on a fait, qui est un confinement qui a été fait nulle part ailleurs, dont on ne peut pas avoir la certitude qu'il va être efficace. D'ailleurs, le confinement de week-end a été très peu efficace. On est encore au-dessus des 500 dans toutes les zones concernées. 500 pour 100 000 habitants. On est dans cette situation. Il dit, je vais attendre de voir, sauf qu'on sait que quand qu'on va voir que ça ne marche pas, eh ben, il y a 3 semaines avant que la décision qu'on prenne ait de l'efficacité. C'est peut-être un peu tôt. Les scientifiques disent 15 jours, 3 semaines. Là, ça fait 2 jours. À 30 secondes, ils avaient annoncé le pic. Madame Lienemann, ils ont annoncé qu'il y avait le variant anglais qui prendrait toute la place en mars. Les modèles épidémiologiques du début de l'année montraient que s'il y avait eu un confinement en février, on risquait la vague au mois de juin, ce qui était encore pire. Donc là, en fait, d'avoir tenu... Non. Si, je vous garantis que si. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate depuis à peu près 1 mois, c'est que ces modèles épidémiologiques, par rapport à ce qui se passe, en fait, décrochent en corrélation. C'est pas vrai. Écoutez, j'en ai discuté avec l'ARS d'Île-de-France. C'est pas vrai. C'est ce qu'ils déclarent. Non, et bien moi, je regarde les courbes. Je suis scientifique, je vois que les courbes coïncident entre ce qu'ils avaient promis et ce qui se passe. Aujourd'hui en Europe et en France, c'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui est inexpliqué. Si, la courbe de mars, et nous l'avons... Et un confinement en mois de février n'empêchait pas le variant anglais de prendre toute la place au mois de mars, et on risquait un confinement au mois de juin. On avait une courbe avec justement le pic maintenant. Je vais vous la ressortir, je l'ai publiée sur Twitter. C'est pas vrai. Il y avait des courbes. Et deuxièmement, le confinement qu'il a pris, il n'était utilisé nulle part. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, on ne fait pas comme si forcément il allait marcher. On peut prendre ce genre de risque quand on est dans un étiage bas. Les dernières mesures, mesures qui ont été prises, ça fait 8 jours. Et c'est pour ça, et vous savez très bien, que l'échelle de temps sur la gestion de cette sanitaire, c'est 15 jours. Oui. En fait, au moins 10. C'est-à-dire que c'est effectivement mercredi qu'on verra s'il y a un palier, un infléchissement de la courbe de contamination ou pas. Et ce sera trop tard parce qu'il y aura 3 semaines avant la décision que vous prendrez et l'efficacité de votre décision. Sébastien Chenu. Et combien il y aura eu de morts et combien il y aura eu de saturation. Mais si, le confinement n'est pas efficace tout de suite. Sébastien Chenu. Je ne suis pas plus scientifique que Marie-Noëlle Lienemann, mais qui visiblement est devenue une experte en tout cela, mais puisqu'on cherche des solutions, pourquoi est-ce que vous, et qu'on n'a pas assez de vaccins, pourquoi est-ce que vous ne réquisitionnez pas les stocks qui sont prévus à l'exportation ? Ça, c'est une question encore que je vous pose. Nous avons proposé qu'on réquisitionne les stocks prévus à l'exportation. Vous avez vu que la France exporte des vaccins. Ça a été fait en partie sur les 30 millions de doses AstraZeneca trouvées en Italie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en reste encore énormément. Et donc, nous avons ce besoin de vaccins pour que les centres de Denain, de Cannes, de Paris 7e, etc., puissent vacciner même de façon prioritaire les populations que vous avez jugées prioritaires. Réquisitionner les stocks qui sont prévus à l'exportation. Privilégier, oui, la France avant le reste du monde. C'est un peu votre boulot, finalement. Il y a une stratégie collective qui a été adoptée, européenne. Et j'en suis c'est bien le drame. complètement solidaire. C'est absolument pas... C'est un drame. Ça n'en est absolument pas un. Vous avez vu le résultat ? Non, parce que on est beaucoup plus... De toute façon, de tout point de vue, d'un point de vue moral et éthique, mais aussi d'un point de vue d'efficacité, on est plus efficace quand on est coordonné que lorsque c'est chacun pour soi. Vous avez vu le résultat ? Sur chacun pour soi, c'est le premier qui s'en sort le nord. Il ne s'agit pas de tricher. Il s'agit de privilégier notre intérêt, l'intérêt national. Il ne s'agit pas de tricher ou quoi que ce soit. Votre boulot, c'est de protéger les Français, c'est pas de protéger la terre entière. Votre boulot, c'est de protéger les Français. Regardez les informations d'Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1 et LCI, pour savoir ce qui pourrait ou pas se passer dans les jours qui viennent. Quelle stratégie pour les jours à venir ? Il est trop tôt pour aller sur le concret, fait savoir l'exécutif. Restons dans l'abstrait. Pour l'instant, on ne bouge pas. Voilà. Le gouvernement réaffirme une stratégie en 3 axes. Si des mesures de freinage en plus sont nécessaires, elles seront prises. Voilà pour la première partie de ces infos d'Adrien. Continue les évacuations sanitaires, les déprogrammations, la mobilisation du privé, etc. Continue dans la course de vitesse accélérée sur le vaccin. Romain Reda, là-dessus, évidemment, tout le monde est d'accord. Mais pour
pour l'instant, le problème, c'est que les vaccins n'arrivent pas. Non, mais de toute façon, il faut tout faire pour éviter le reconfinement dur, total. Ouais. Et c'est ce que je disais déjà au mois de février. Et je pense qu'il faut être constructif. Moi, j'ai fait partie, comme de nombreuses voix de l'opposition, de ceux qui disaient en février, il ne faut pas reconfiner. On comparera tout à l'heure avec les pays qui ont eu des positions différentes pour voir les résultats. On ne va pas réécrire l'histoire en disant qu'on était contre la position du président de la République. Sauf qu'on avait entendu un président de la République qui, en février, nous disait qu'on allait accélérer la vaccination. Un mois après nous avoir dit qu'on allait accélérer la vaccination, et 3 mois plus tard, on en est à accélérer la vaccination. Donc la réalité, c'est que il est vrai que le pari n'a pas été tenu parce que la vaccination, dont on parlait à l'instant, n'a pas eu l'effet escompté, notamment en termes de volume de la population vaccinée. Ensuite, actuellement, il faut encore tout faire pour éviter le reconfinement dur. C'est la proposition de Valérie Pécresse d'avancer les vacances scolaires de 2 semaines pour éviter que les écoles ferment les classes les unes après les autres dans une cacophonie totale. C'est aussi l'augmentation de la stratégie des tests, parce qu'on parle beaucoup des vaccins, on a un peu oublié les tests, mais finalement, se tester, c'est encore la meilleure façon d'essayer de ne pas contaminer les autres et de s'isoler en espérant un comportement suffisamment citoyen de la part de ceux qui sont déclarés positifs. Donc voilà, on a encore plein d'astuces, quelque part, pour éviter le reconfinement total, y compris celui de l'augmentation des lits de réanimation. Je rappelle qu'en Ile-de-France, on a augmenté la capacité avec la région, avec l'Union européenne, qui a été largement utile aux côtés de la région et de l'État sur cette affaire. On a augmenté la capacité des lits de réanimation. Donc ça n'est jamais suffisant, mais tout ça, c'est des mesures qui évitent le reconfinement pour les Français. Le but est évidemment d'avoir des chiffres moins dramatiques que pour 2020. L'INSEE a publié une étude sur la mortalité de cette année 2020. Alors, quel a été l'impact sur la population française ? L'espérance de vie a-t-elle été touchée ? Jade Partouche, vous avez vérifié. Qu'en est-il ? Oui, le constat est assez clair. La pandémie a eu un impact considérable sur la démographie en France. D'abord, avec cette hausse considérable du nombre de décès en 2020. 669 000 personnes sont décédées en France en 2020. Vous le voyez, c'est 56 000 de plus que l'année précédente. C'est une hausse de plus de 9%. Pour que vous vous rendiez compte, c'est la hausse la plus importante depuis l'après-guerre. Vous allez voir cette courbe qui montre à quel point, la hausse du nombre de décès en 2020 est sans commune mesure, vous le voyez, avec les années précédentes. Ce qu'on remarque aussi, c'est que cette augmentation du nombre de décès, eh bien, figurez-vous qu'elle est beaucoup plus marquée chez les 65 ans et plus, avec cette fois une hausse de décès sur cette tranche d'âge de plus de 10%. Autre constat, figurez-vous qu'on perd encore un petit peu d'espérance de vie, en moyenne une demi-année à cause de la pandémie. Regardez, en 2020, l'espérance de vie chez les femmes s'est élevée à peu près à 85 ans, chez les hommes 79 ans. Eh bien, ça chute cette année, ça chute en 2020, pardon, par rapport aux années précédentes qui étaient plutôt marquées par une certaine stabilité. Cette fois-ci, on le voit, le Covid est passé par là. Merci beaucoup, Nevin, pour ces chiffres qui ont donc été publiés tout à l'heure par l'INSEE. Dans quelques instants... Jade, pardon, excusez-moi, Jade. Jade Partouche, toute la semaine, et on est ravis d'être avec vous. Jade, voilà donc pour ces chiffres. On regardera dans quelques instants d'autres chiffres. C'est justement la comparaison entre la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ont eu 3 choix différents ces dernières semaines. Le président dit que les autres ne s'en tirent pas mieux que nous. Eh ben, on vous expliquera tout à l'heure si c'est vrai ou pas. À tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, c'est reparti avec pas mal de députés ce soir. Avec nous, Sébastien Chenu, député RN, également Frédéric Descrozaille, député LaREM, Robert Reda, député Libre, Marine-Noël Lienemann, qui est sénatrice, elle, beaucoup plus sage. Oui, vous êtes dissipés ce soir. Les médecins hospitaliers font donc monter la pression sur Emmanuel Macron. Ils sont nombreux à être venus le répéter sur les plateaux. Écoutez. On se rapproche de la catastrophe absolue que l'on a vécue lors du premier confinement, lors du premier pic. Il n'y a plus de marge de manœuvre. On peut faire ce qu'on veut. De toute façon, on est dans le mur et à force de dire on va faire un petit peu quelque chose d'un truc, le mur nous tombe dessus. Il nous tombe dessus, nous soignants, avec des choix qui sont draconiens. Là, la semaine prochaine, si on dit 80%, ben dans les 80%, il y aura des cancers en activité que je ne pourrai pas opérer. On n'est pas là pour faire confiner, nous, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est qu'on freine pour éviter qu'il y ait des contaminations et donc pour éviter qu'on déborde le système de santé et qu'il y ait des morts par dizaines. Sauf que du côté du président de la République, on relativise, c'est le moins qu'on puisse dire. On dit en gros, ce sont les informations de Camille Collin, on dit en gros, attention, il ne faut pas se tromper, les médecins qui interpellent le gouvernement sur beaucoup de voix venues de l'AP-HP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris. Attention à ce que la situation francilienne ne fausse pas la vision globale. Frédéric Descrozaille, il a raison, le président, de relativiser comme ça ? Il n'y a pas un peu d'aveuglement ?
Non, il n'y a pas de l'aveuglement. Il a raison de prendre les décisions qu'il assume et qui ne sont pas dictées par un seul point de vue, aussi respectable, infiniment respectable soit-il. Ouais. Il y a le fait est qu'il y a encore une marge de manœuvre de plus de 2000 lits de réa en Ile-de-France, dans des conditions épouvantables. Entendons-nous bien, les soignants, je voudrais avoir un mot de soutien. Il y a d'ailleurs, les vagues se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes en réanimation et les soignants sont beaucoup plus sollicités. Parce que l'inquiétude des familles n'est pas la même et leurs exigences vis-à-vis des soignants n'est pas la même. Et ça leur consomme énormément d'énergie d'accompagner les familles des jeunes qui sont en réa. Donc, ils ont besoin de notre soutien. Mais je rappelle qu'on est sur un équilibre introuvable entre les dégâts de cette crise d'un point de vue sanitaire et les dégâts sur le lien social et psychologique, je ne parle même pas de l'économie, d'un confinement. Je veux dire, là, on est dans un état d'épuisement qui est absolument terrible sur une très très grande partie de la population qu'on n'entend pas, dont il n'est pas question. Donc le président a raison d'essayer de trouver cet équilibre. Il y a encore, effectivement, en déprogrammation, on est à 40%, la possibilité d'avoir plus de lits de réanimation, et on saura en milieu de semaine si les mesures décidées il y a même pas 10 jours ont un effet suffisant ou pas d'effet du tout. Pour justifier cette politique, en tout cas, l'exécutif a pris l'habitude depuis quelques jours de se comparer aux autres pays. Écoutez, c'est un mantra qui est martelé depuis l'intervention d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Écoutez. Je vous invite aussi à regarder tout autour de nous. Vous savez, depuis la mi-décembre, certains de nos voisins ont des mesures de contrainte très fortes. Et malgré cela, vous avez une résurgence de l'épidémie qui est liée à cette augmentation du variant. Enfin, je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays européens. Je vois qu'il y a des choix différents qui ont été faits, de confinements d'ailleurs plus ou moins stricts, de confinements régionaux, de confinements nationaux, avec des résultats qui sont malheureusement, reconnaissons-le, décevants. Argument qui est donc martelé depuis plusieurs jours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer demain? Cet argument va être servi? Pas forcément, parce que Jade Partouche, vous avez voulu vérifier. Qu'en est-il? Cet argument est-il recevable ou pas? J'ai justement comparé deux pays dont on parle beaucoup, l'Allemagne et l'Italie. Il faut savoir que ce sont deux confinements très différents. En Italie, le confinement est très strict. Il est mis en place depuis une quinzaine de jours. C'est un peu ce qu'on a connu, nous, en mars. En Allemagne, en revanche, le confinement s'apparente peu ou prou à celui qu'on connaît en France, à une différence près que les écoles sont ouvertes. Regardez d'abord sur le nombre de nouveaux cas. L'Allemagne a confiné juste avant Noël. Effet immédiat sur la courbe, on le voit, le nombre de contaminations baisse en flèche pour descendre sous la barre des 10 000 cas quotidiens. Et depuis quelques semaines, eh bien, figurez-vous que des premiers relâchements sont entrés en vigueur. Qu'est-ce qu'on observe? Effet quasi immédiat sur la courbe du nombre de nouveaux cas quotidiens qui grimpent en flèche. Même chose en Italie, flambée des cas quotidiens depuis plusieurs semaines, quelques mois même. Confinement très strict entré en vigueur il y a à peu près 15 jours. Eh bien, l'effet quasi immédiat, coup de frein donné aux contaminations avec, vous le voyez, cette courbe en plateau. Donc, ce qu'on peut dire clairement avec les deux courbes que je viens de vous présenter, c'est que un confinement soit très strict, soit un peu moins, a un effet sur le nombre de cas. Ça s'observe également sur le nombre de réanimations. Regardez en Allemagne, confinement, je vous le disais, juste avant Noël, baisse significative du nombre d'entrées en réanimation pour atteindre, vous le voyez, à peu près 3044 personnes en réanimation aujourd'hui. On observe, même chose que pour le nombre de cas, eh bien, une courbe qui grimpe de nouveau avec les premiers relâchements entrés en vigueur au début du mois de mars. En Italie, c'est un petit peu plus compliqué de voir les premiers effets puisque je vous ai dit que le confinement strict était entré en vigueur il y a à peu près 15 jours. On le sait, pour voir les premiers effets en réanimation, il faut attendre 15 à 20 jours. Donc, pour l'instant, difficile de tirer des conclusions sur l'Italie, mais c'est vrai qu'au vu des courbes que je viens de vous présenter, on est quand même tenté de dire qu'un confinement très strict ou un peu plus partiel à la mode allemande a un effet significatif sur la dynamique de l'épidémie. Merci beaucoup, Jade. Sébastien Chenu, est-ce que ce qu'on vient de voir casse un peu l'argument du président et du gouvernement? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder là où ça fonctionne. Quelles sont les politiques qui fonctionnent et pour quelles raisons elles fonctionnent? On le voit, les politiques qui fonctionnent, que ce soit en Grande-Bretagne, qui avait très mal commencé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu de mort les dernières 24 heures en Israël, aux États-Unis, qui avait très mal commencé, il faut bien le dire, rappelons-nous de la situation de New York. Elles ont un point commun. Ces pays ont un point commun, ils ont un point commun. Maîtrise des frontières, très rapide, parfois même très dur, et puis importation ou production de vaccins dans la sphère nationale. Ce ne sont pas les chemins qu'a choisi le président de la République française. La maîtrise des frontières, un an après, Marine Le Pen l'a demandé il y a plus d'un an
aujourd'hui, et encore on peut se questionner sur la maîtrise totale des frontières, mais elle a été, disons, intellectuellement actée. Et puis production ou importation de vaccins, pas du tout. Le président a choisi un choix idéologique, qui est celui de s'en remettre entre les mains de l'Union européenne. C'est son mantra idéologique. Il pense que l'intérêt de l'Union européenne est supérieur à celui de la France. Eh bien, ça a des conséquences. Le fait de se mettre dans cette position a des conséquences. Les pays qui ont fait des choix inverses, aujourd'hui, s'en sortent mieux dans ce qu'il convient d'appeler la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de vaccination. L'Allemagne et l'Italie, probablement... on a compris avec l'Allemagne et l'Italie qui sont dans l'Union. Hein. Mais parce qu'ils sont... oui, mais ils ont choisi des politiques de confinement. Or, nous ne sommes pas favorables en tous les cas. Nous avons dit que le confinement, c'était lorsqu'on avait tout raté auparavant. Nous estimons que nous n'avons pas actionné tous les leviers. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de pistes que le gouvernement refuse toujours d'actionner. Peut-être y viendra-t-il dans un an, puisqu'en général, il y a à peu près un an de décalage avec les propositions que le Rassemblement national lui fait. Mais je crois qu'il faut désormais changer de braquet, et ce gouvernement devrait entendre les propositions que nous faisons. Elles sont dans l'intérêt des Français. Marine Lienemann, est-ce qu'il faut davantage s'inspirer de ce que font les étrangers et qui marche? Non, mais attendez, oui, mais maintenant on ne peut plus. Parce que, premièrement, d'abord, il faut quand même rappeler que les Anglais ont été confinés de façon très dure. Hein. Il n'y avait pas école, rien du tout. Hein. Donc, il n'y a pas que les vaccins. La vraie question, c'est pourquoi la France et l'Europe, d'une manière générale, mais la France en particulier, on est infoutus de faire des vaccins. Et que même quand il y avait des labos qui nous proposaient des aides, alors je ne sais pas par quelle bureaucratie ou par quel choix politique, on ne les a pas aidés pour essayer de les produire et de les faire en France. Ça, c'est la première truc. Moi, je ne conteste pas le fait d'essayer de faire des achats groupés, de travailler au niveau européen. A priori, c'est logique, à condition que l'Europe elle-même ne s'en mêle pas les crayons et arrive à un seuil de technocratie et d'idéologie qui fait que, pourtant Jacques Attali n'est pas suspect de ne pas être européen. Et ça n'est pas ma tasse de thé, comme chacun peut l'imaginer. Jacques Attali décrit très bien les carences majeures de la Commission européenne dans la manière de gérer la manière de gérer les contrats, la manière de se mettre des airbags et des parachutes et donc de traîner en longueur et de ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Encore une fois, moi je vous parle de l'Allemagne et de l'Italie qui sont dans l'Union. Hein. Oui, mais attendez, là je parle de l'accès. Eux-mêmes, ils sont attaqués dans leur gouvernement par l'absence de vaccins. Là, vous êtes en train de me dire, ils ont confiné, ça marche. Mais il y a quand même une carence générale en Europe. Je suis en train de vous dire surtout que le gouvernement dit les autres ont confiné, ça n'a pas marché. En réalité, moi, personnellement, je vous dis qu'on n'échappera pas, et pas sur tout le territoire national. Parce que l'argument, il n'y a que Paris qui braille. Oui, il y a l'Île-de-France est très touchée, les Hauts-de-France aussi. Ouais. Et la théorie de on va trouver des solutions, les gens ne veulent plus être facilement déplacés d'un endroit à l'autre. Et par ailleurs, on sait que toutes les malades ne peuvent pas l'être. Donc c'est des stratégies qui sont des fausses pistes. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le temps venu, il faudra faire une motion de défiance au Parlement européen sur la Commission européenne. La pression, en tout cas, est en train de monter. C'est dramatique la manière dont ils ont géré cette affaire de vaccin. Plusieurs tribunes de médecins dont le ton est particulièrement dur, notamment aujourd'hui dans le monde. Les médecins hospitaliers, certains médecins hospitaliers en tout cas, qui disent clairement que très vite, il va falloir trier les patients, ce qui conduit certains à la mort. Les mots sont très très crus. Hein. La situation actuelle tend vers une priorisation, autrement appelée tri, qui consiste, lorsqu'il ne reste qu'un seul lit de réanimation disponible, mais que 2 patients peuvent en bénéficier, à décider lequel sera admis et survivra peut-être, et lequel ne sera pas admis et mourra assez probablement. Et face à cela, eh bien, les médecins qui signent cette tribune disent au président assumer de dire, c'est de vouloir ces arbitrages devant la société tout entière en la matière. Il se doit de prendre la responsabilité, le gouvernement, des conséquences de sa stratégie. Juste un mot peut-être là-dessus, Robin Reda. Vous pensez que ces médecins ont raison ou pas? On verra dans quelques instants que leur tribune est contestée, y compris au sein du corps médical. Sur les mesures de confinement dures, et donc face à l'alarmisme de ces médecins, moi je crois le président de la République responsable. C'est sans doute celui d'entre nous qui est le mieux informé en France, et sur la situation épidémiologique et sur la situation sociale et économique du pays. Et la vérité, c'est que si nous allons de confinement dur en confinement dur, la moitié des Français vont finir fous et pauvres. Ouais. Et la réalité, c'est qu'il faut aussi voir tous ces emplois détruits, toutes ces familles détruites aussi, psychologiquement, voire socialement par les confinements. Et donc, je le redis, il faut tout faire pour éviter les confinements durs. On peut avoir des mesures de restriction de l'accès à l'école en avançant les vacances scolaires ou de restriction avec le couvre-feu comme on le vit actuellement. Mais le confinement dur est mortifère aussi pour nos compatriotes. Et donc, il faut tout faire pour l'éviter. Sur l'Europe et la vaccination, il est clair que l'Europe a été naïve et lente à mettre en place la vaccination. Le président de la République, il me semble, l'a lui-même reconnu
en demandant à l'Union européenne la fin de la naïveté. C'est dommage qu'il ne l'ait pas vu quelques semaines plus tôt, voire quelques mois plus tôt. Moi, je crois à l'Union européenne et à un vaccin à l'échelle européenne, mais malheureusement, l'Europe ne nous a pas fait la démonstration de son efficacité sur ce coup-là. Je vous disais que cette tribune de médecins hospitaliers, elle était contestée. Il y a un communiqué à l'instant de la Fédération hospitalière d'Île-de-France qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle souhaite s'exprimer à l'issue des prises de position médiatiques. Nos médecins et directeurs regrettent l'expression publique choisie dont la véhémence est de nature à inquiéter les malades et leurs familles. Nous voyons déjà les conséquences de ces propos sur les familles des patients admis à l'hôpital. Emmanuel Hirsch est avec nous, professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, parce qu'évidemment les questions éthiques ici sont très très importantes. Professeur, merci d'être avec nous. Expliquez-nous concrètement comment se fait et risque de se faire dans les jours et les semaines qui viennent le choix et le tri entre les malades. Vous me permettrez juste d'observer que le président de la République, le 29 janvier, a priorisé aussi. Il a trié, c'est-à-dire il a fait des choix avec des conséquences. Et ce qui est important, c'est de voir les finalités, et on peut le comprendre. Je vais lui adresser mon soutien parce qu'il va passer quelques nuits difficiles avant de prendre la décision qui s'impose. Quand on priorise en réanimation, c'est une pratique coutumière. C'est-à-dire il y a toujours à voir les gens qui sont éligibles ou pas à un acte médical, que ce soit d'ailleurs en réanimation ou dans d'autres domaines. Ça demande du discernement, et l'arbitrage, en général, il est pris d'une manière collégiale, c'est-à-dire il est discuté. Il intègre aussi, et ce n'est pas anecdotique, la personne malade ou ses proches, en tous les cas la personne qui la représente. Vous voyez, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et encore une fois, je ne conteste pas le choix du président de la République, je conteste uniquement qu'il n'ait pas consulté d'une manière large, notamment le Parlement, pour prendre la responsabilité d'une décision qui impacte le devenir de la société. Parce qu'il est vrai qu'il pouvait dire a priori, on évite le pire. Mais qu'est-ce que sera demain si la société n'adhère pas à des mesures qui vont être considérées comme insupportables, et d'autant plus qu'on les a différées. Donc le premier point que je me permets de dire en termes d'éthique médicale, c'est qu'on assiste à une expérimentation sociale. Et c'est logique, on est face à de l'inédit. Et donc il y a des tentatives qui sont faites. Mais pour qu'il y ait expérimentation, il faut d'abord qu'il y ait consentement. Pour qu'il y ait consentement, il faut véritablement qu'il y ait consultation. Et je regrette fortement, surtout aujourd'hui, face aux décisions qui doivent être prises, qui s'imposent de toutes les manières, on ne va pas tergiverser, que le Parlement ne soit pas partie prenante, non pas de la décision qui sera arbitrée par le chef de l'État, et c'est sa responsabilité, mais de l'éclairage, notamment vis-à-vis de l'opinion publique, de la difficulté à choisir. Et parce qu'on a différé les choix qui étaient peut-être bons au départ, parce qu'on a différé ces choix, ils deviennent de plus en plus difficiles à intégrer politiquement. Et oui. Ce que je crains, et je termine sur ce point qui me paraît important, je crois qu'on a observé, et c'est un phénomène tout à fait évident, une certaine forme de libéralisation de la gestion de la crise. Au départ, il y avait une doctrine assez forte, on n'abandonnera personne sur le bord du chemin, c'était un très beau propos, et je rends hommage au chef de l'État de l'avoir rendu. Aujourd'hui, on est à peu près à 360 morts par jour, on s'habitue d'une certaine manière, et je me demande à quoi on va s'habituer demain. Vous voyez, donc c'est inquiétant pour la vie de la démocratie. On voit dans quelle ambiance on se trouve aujourd'hui. Oui, professeur Hirsch, ce sont des parlementaires qui sont autour de cette table et qui, évidemment, j'imagine, partagent votre opinion là-dessus. Mais sur le choix des malades, j'y reviens. Vous nous avez dit que les médecins en réanimation avaient l'habitude. Est-ce que cette maladie, les cas de Covid qui se présentent, ça change un petit peu la donne, ça change un petit peu les critères? Ou bien est-ce que c'est business as usual, si vous me permettez cette expression, même dans ce cadre qui était particulièrement dramatique? D'abord, vous avez 2 points. Il n'y a pas uniquement, entre guillemets, le triage. Le triage est indispensable, c'est-à-dire quand on prend une décision, elle est faite selon des rationnels, selon une concertation, et on essaie de maximaliser les chances pour la personne. Le vrai drame aujourd'hui, c'est que des médecins disent que certaines personnes qui auraient pu être réanimées ne le seront peut-être pas demain, faute de lits disponibles en réanimation, mais d'autre part, il ne faut pas oublier, il y a toutes les formes de décrochage de la santé qui sont les personnes atteintes de maladies chroniques. Si vous évoluez vers une déprogrammation de certaines interventions chirurgicales qui sont essentielles. Si vous regardez ce qui s'est passé à la suite du premier confinement, notamment pour les personnes atteintes de cancer, 10 à 20% de surmortalité prévue pour les personnes qui n'ont pas pu bénéficier soit de traitement, soit de prévention. Il y a quelques jours, c'était le SIDAction, avec des chiffres alarmants sur les personnes qui n'ont pas accédé aux trithérapies ou qui ne sont pas se faire traiter. Donc, c'est un certain nombre de conséquences. Encore une fois, je ne remets pas en cause, parce que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation et d'arbitrage que possède le chef de l'État, je ne remets pas en cause la décision qu'il a prise. Uniquement dès lors que ces conséquences sont diverses et variées,
et qu'elles vont peut-être avoir plus d'impact rétrospectivement sur la décision qui aurait été peut-être de confiner en fin janvier, on peut s'interroger sur le mode opératoire au niveau de la gouvernance. Ce qui est inquiétant, et c'est un élément qui n'est pas éthique, qui est politique, le chef de l'État nous a dit le 25 mars, qu'il ne doutait pas d'avoir pris la bonne décision. La décision est bonne par rapport à qui, par rapport à quoi, et de quelle manière, et en évaluer véritablement les conséquences. C'est ça qui pose un véritable problème politique. Moi, je suis du côté de l'éthique, et je terminerai sur un point qui me paraît fondamental. En matière d'éthique, notamment dans la lutte contre une pandémie, il faut mobiliser une société, il faut qu'elle ait confiance, qu'elle adhère, il faut de la loyauté et de la transparence. Et aujourd'hui, ce qui est le plus angoissant d'un point de vue démocratique, c'est pas qu'on doute du chef de l'État. Moi, je lui rends plutôt hommage, il est courageux d'affronter ce à quoi il est confronté. Ce dont on doute, c'est de chacun d'entre nous, et que notre société sera vraiment en capacité de surmonter un défi qui s'est complexifié par une décision qu'on ne comprend pas. Donc il faut de la lisibilité, il faut certainement de la clairvoyance, mais il faut aussi le respect de la société, pas uniquement de dire on respecte les personnes les plus vulnérables en leur évitant le pire, parce que c'est ainsi qu'on rentre dans le mur. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Hirsch, pour votre éclairage éthique passionnant et toutes les questions évidemment que cette crise continue à poser, on le voit bien, et risque de poser encore plus dans les jours et les semaines qui viennent avec le nombre de patients qui augmente dans les services de réanimation et ces choix auxquels sont confrontés les médecins qui travaillent à longueur de journée. Le conseil scientifique d'ailleurs s'est exprimé aujourd'hui sur la question des élections régionales, mais il a rendu un rapport qui laisse au fond toutes les pistes ouvertes. Il ne se mouille pas beaucoup, le conseil scientifique, en disant ce sont les politiques qui vont devoir trancher. Les élections régionales, elles, sont toujours prévues en juin. Il y a une campagne qui se déroule et qui a été marquée le week-end dernier par une polémique sur les réunions interdites aux Blancs, autrement appelées de façon un peu plus politiquement correcte en non-mixité. Débat relancé par Audrey Pulvar, candidate socialiste pour l'Île-de-France. Elle a dit ce week-end que les Blancs, en substance, pouvaient venir assister aux réunions sur le racisme, mais à condition de se taire. Si c'est un groupe de travail consacré aux discriminations, s'il y a une femme blanche ou un homme blanc, on peut lui demander de se taire s'il vient. Vous vous souvenez que la présidente de l'UNEF avait dit qu'il y avait des réunions en non-mixité, c'est-à-dire interdites aux blancs sur ces sujets. Elle persiste et signe, Audrey Pulvar, avec un tweet qui explique que si elle était à une réunion non mixte qui porte sur autre chose que la couleur de peau, par exemple une réunion LGBTQI+, en tant qu'hétéro, je me tairais et j'écouterais. Alors, on sent qu'une bonne partie de la gauche est un peu gênée aux entournures. Elle est soutenue, Audrey Pulvar, par la France Insoumise et par les Verts. Au PS, ses soutiens sont un petit peu plus rares. On a entendu sur notre antenne notamment Ségolène Royal. Marie-Noëlle Lienemann, vous en pensez quoi? Est-ce que vous la soutenez, Audrey Pulvar, ou pas? D'abord, je veux rappeler que je suis contre toute racialisation de la vie politique et de la vie sociale. Donc le fait déjà de parler de race... Personnellement, je suis totalement opposée à ça. Je pense que c'est un danger mortel. Et pour nos valeurs républicaines, mais surtout pour la cohésion de notre société et les personnes qui sont les plus discriminées et les plus en bas de l'échelle. Et parler de non-mixité, c'est une façon de parler de race sans en avoir l'air? 30 secondes. Deuxièmement, je pense qu'il est fondamental qu'on ait des luttes contre la discrimination, parce qu'il y a des discriminations et la République est trop souvent molle par rapport à ces discriminations. Mais est-ce qu'en tant que blanche, à une réunion là-dessus, attendez, 30 secondes. Vous dites je veux pouvoir parler ou me taire? Audrey Pulvar a rappelé qu'elle était contre le concept de race, qu'elle était contre la racialisation et les réunions spécifiques. Et d'ailleurs, elle n'a jamais imaginé qu'on interdise l'entrée à un groupe de travail ou un groupe de parole. Ah non, ils peuvent entrer, mais... Attendez, 30 secondes. Les groupes de parole, moi, personnellement, j'ai jamais cru à ça, même quand j'étais dans les mouvements féministes, j'ai toujours dit, les groupes entre femmes, j'ai toujours été contre. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui a fait avancer le féminisme, c'est le fait d'une prise en compte par l'ensemble de la société de cet enjeu pour progresser. Donc vous êtes contre ce qu'elle a dit? Personnellement, non, je constate, personnellement, je ne l'aurais pas dit. Mais ce qu'elle a dit ne procède pas d'une remise en cause, justement, de ce refus de la racialisation. Elle dit qu'il y a des groupes de parole. Quand il y a des gens qui sont opprimés, entre guillemets, ou qui vivent des discriminations, ou autres, il y a un problème, c'est qu'ils considèrent qu'il faut qu'ils puissent s'exprimer et pouvoir se faire comprendre. Et qu'elle dit, dans ce cadre-là, il faut faire attention, il faut que les personnes ne commencent pas péremptoires, ne pas leur permettre de dire cela. Personnellement, je ne l'aurais pas dit. Personnellement, je trouve que c'est maladroit. Mais
ce que je retiens d'Audrey Pulvar, c'est qu'elle n'est absolument pas sur ce qu'on appelle les terres intersectionnelles. Alors, il y a 0,7% des Français qui comprennent, hein, mais c'est les thèses qui visent à dire, entre opprimés, on s'auto-organise et on fait des structures. Elle est radicalement contre ça. Sébastien Chenu. Voilà. Bon, moi je trouve que Marie-Noëlle Lienemann a une qualité, c'est qu'elle va bientôt devenir championne d'aviron, parce qu'en matière de maniement de rame, elle est méritante de pouvoir venir au secours de sa camarade Pulvar, dont les propos... Je m'excuse, mais le FN ne va pas me donner des leçons de républicanisme. Non, mais je trouve que vous êtes méritante, Marie-Noëlle, de faire ça. En revanche, moi quand je vois cette gauche qui a abandonné la lutte des classes pour la lutte des races, je m'inquiète. Ces gens-là, en fait... Audrey Pulvar en tête, ce qu'ils font, c'est qu'ils entretiennent un climat d'affrontement dans notre société. Et derrière l'entretien de ce climat d'affrontement dans notre société, non, madame, moi je ne parle jamais de race, madame. Et j'en parlerai probablement jamais. Parce que je ne crois pas du tout en ça, contrairement à Mme Pulvar qui parle de la couleur de peau des gens à longueur de journée. Si, elle a parlé de ça, madame. Non, elle n'a jamais dit ça. J'ai terminé mon propos. Donc ils entretiennent un climat d'affrontement dans notre pays, comme si le pays avait besoin de ça, évidemment. Mais derrière ça, il y a la volonté manifeste de déconstruire tous les repères de notre pays. C'est-à-dire que c'est un combat de valeurs. Ces gens-là ne sont pas du tout dans le fameux républicanisme dont vous parlez. Ils sont en train de tout déconstruire pour reconstruire, évidemment, autre chose, un autre modèle qui est sur la base du modèle indigéniste, etc. Ces gens-là voient les gens à travers la représentation de leur couleur de peau, ce que je trouve, pour ma part, éminemment abominable. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Mais oui, parce que c'est à partir du moment où vous classez les gens à travers leur couleur de peau, à travers leur race, oui, vous maniez des concepts racistes. Et moi, je m'étonne qu'on n'entende pas beaucoup de gens de gauche pour s'émouvoir de tout ça. Elle est passée où, la gauche? Aujourd'hui, je vous le dis, ils défendent la lutte des races parce qu'ils ont laissé tomber la lutte des classes. Robin Reda. Pas Audrey Pulvar, je m'excuse, c'est pas vrai. Ce qu'il faut bien que les Français comprennent, et c'est pour ça que ce débat est important, c'est que la gauche cherche des électeurs. La gauche a perdu le vote populaire. Alors que la gauche, pendant des années, a essayé d'enfermer les pauvres dans la pauvreté pour s'assurer un électorat. Maintenant qu'elle ne peut plus enfermer les pauvres dans la pauvreté parce que les personnes les plus modestes, malheureusement, ont quitté la gauche républicaine pour voter pour les extrêmes, elle essaye d'entretenir des minorités et qu'elle veut à tout prix victimiser. Voilà, un Français noir est forcément une victime, un Français d'origine du Maghreb est forcément une victime. C'est pas ce que dit Audrey Pulvar. Mais si, c'est ce que dit Audrey Pulvar. Audrey Pulvar est raciste et dangereuse pour la gauche et dangereuse pour la France. Elle n'a jamais dit ça. Elle est dangereuse pour la France parce que ce qu'elle dit légitime l'existence des races. Non. Si, parce que quand elle dit le mal blanc d'Emmanuel Macron. Quand elle dit Emmanuel Macron. Alors le mal blanc, vous n'avez pas fait 26 000 réunions pour nous expliquer qu'il menaçait la République. Emmanuel Macron a quelque part cédé, lorsqu'il parlait du mal blanc, parlant de Jean-Louis Borloo sur la gestion des ghettos, a un peu cédé à cette tentation parce que ça voudrait dire que là, les 5 blancs que nous sommes sur ce plateau, on n'aurait pas le droit de combattre le racisme, on n'aurait pas le droit de parler au nom de ceux qui se sentent discriminés. Moi, je me sens profondément antiraciste et profondément républicain. Vous voulez lui faire dire ça? C'est pas ce qu'elle a dit. Ce que je dis, et je conclus là-dessus. Elle a fait des tweets Audrey pour Pulvar, réfuter ça. Pardon, elle l'a dit, et longuement, ça n'était pas une petite phrase, elle a dit longuement que les blancs pouvaient aller dans des réunions réservées à des personnes dites racisées, c'est-à-dire en gros noires, mais qu'ils devaient la fermer, qu'ils ne pouvaient pas prononcer une parole, parce que les Français blancs ne seraient pas dans l'empathie. C'est reconnaître une forme de suprématie blanche, ce qu'elle dit. Ça veut dire que pour elle, un Français blanc vaut plus qu'un Français noir et donc qu'il doit se taire pour essayer de laisser place à des victimes. Moi, je veux une société où il y a des héros, des gens qui s'en sortent, qui s'émancipent, sans race. Bah oui, moi aussi. Une société d'universalisme, une société républicaine. Voilà. Frédéric Descrozaille. Moi, je vais vous dire, je confonds jamais une personne avec ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. Je considère que c'est un principe de base de la démocratie. Et Audrey Pulvar, je la tiens pour quelqu'un qui est plus grand que ses déclarations. Maintenant, ces déclarations, elles sont affligeantes. Cette idée que si vous ne ressemblez pas, par nature, physiquement, dans ce que vous êtes, aux personnes dont il est question, vous n'avez qu'à vous taire. Mais c'est un déni de l'idée même de représentation, de ce qu'on peut comprendre, justement en se parlant, en séparant la personne qui parle de ce qu'elle dit. Et on discute, et si c'est des sottises, on les confronte. Mais cette confusion entre ce que vous êtes, ce à quoi vous ressemblez, et la légitimité de ce que vous dites, elle est catastrophique. Moi, je lutte contre ça tous les jours, et y compris en classe de CM2, dans le projet que je conduis qui s'appelle l'hémicycle à l'école. Donc ça me consterne. Et puis alors ajouter, je préfère les réunions réservées à
aux réunions interdites. Ah, oui, d'accord, on peut préférer les panneaux à sens unique aux panneaux sens interdit, ça dépend du bout de la rue par lequel on arrive, quoi. Mais enfin, c'est la même rue et la même contrainte de circulation. Donc c'est effectivement indéfendable. Je reste convaincue que ce qu'elle a dit, moi je ne le partage pas, j'ai jamais été d'accord sur ce genre de truc, mais je considère que ça ne remet en aucune façon l'idée qu'elle est pour la racisation. Elle a fait un tweet explicite pour dire qu'elle est contre ça, qu'elle ne reconnaît pas le concept de race, etc. Vous avez le courage, vous venez d'une gauche qui a cette tradition universaliste. Ah mais moi j'assume complètement, je pourrais être hyper minoritaire que je continuerai à le défendre. Vous avez le courage de tout de même prendre des distances par rapport aux propos de... Oui, mais je ne veux pas qu'on caricature. Non, je ne veux pas qu'on... Vous détournez ce que moi je considère être... Non, rien du tout. Si, parce que vous élargissez. Vous avez des paroles plus douces que certains du PS, comme M. Temal, qui est par ailleurs le directeur de campagne de Mme Pulvar pour les régionales. Simplement, ce que je veux dire... Ce que je ne veux pas... Oui, mais elle n'a pas... Ce que vous voulez faire, c'est assimiler Audrey Pulvar à une tendance racialiste, alors que je considère que ce n'est pas ce qu'elle a fait. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est confier les clés ni notre pays, ni notre région à des gens comme Audrey Pulvar. On voit bien les dégâts que ça fait. Non, merci. Robin Reda. Au secours. Allez-y, Robin Reda, terminé. Non, ce que je voudrais simplement, c'est que la gauche, et clairement le Parti socialiste, condamne cela. Et on n'a pas entendu Mme Hidalgo, qui pourtant nous donne des leçons de républicanisme et de respect des valeurs contre les communautarismes. Mme Hidalgo est complice de Mme Pulvar sur cette dérive racialiste. Pardon. Mais c'est pas une dérive racialiste. Vous avez parlé de Rachid Temal. Vous parliez aussi d'Emmanuel Macron, tout comme le président des députés LaREM, Christophe Castaner, à l'Assemblée nationale, a soutenu Audrey Pulvar, qui, à mon avis, ne mérite pas tant d'égards de la part d'acteurs de la majorité. Ça fait 40 ans que ces gens-là donnent des leçons à tout le monde. Ils se prennent lamentablement les pieds dans le tapis pour des raisons probablement électoralistes ou des raisons intellectuelles. Ça fait 40 ans qu'ils nous donnent des leçons sur vous êtes raciste, vous ne pensez pas comme il faut, etc. La réalité, c'est que ce sont eux qui sont en train d'effondrer la société. Vous êtes tous en train de dire vaut mieux la lutte des classes que la lutte des races, ce que moi je défends, mais vous êtes contre la lutte des classes. La gauche a toujours voulu des luttes, alors que nous, on veut le rassemblement, l'union des Français, au-delà de leur catégorie sociale, au-delà de leur origine ou de leur couleur. La République se fragilise quand les inégalités augmentent. D'après Le Monde, si Audrey Pulvar a fait cette sortie, c'est à la suite justement du tweet de Rachid Temal, dont vous avez parlé, qui est son directeur de campagne. Rachid Temal, il réagissait à l'affaire de l'UNEF sur la non-mixité. Et qu'a-t-il dit à ce moment-là? C'est très clair. Le directeur de campagne d'Audrey Pulvar dit fétichiser la race, comme le fait la présidente de l'UNEF, c'est du racisme à vomir, à combattre. Et Le Monde nous dit, c'est à la suite de ce tweet qu'Audrey Pulvar a réuni ses équipes pour dire je ne veux pas laisser passer ça, c'est le contraire de ce que je pense, c'est ce que dit Le Monde, encore une fois, et donc je vais faire une sortie médiatique pour expliquer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Temal quand il dit ça? Oui, de là à dire à vomir, machin, c'est à combattre. Ça, c'est clair. Et c'est du racisme. Ce que j'obtiens, à partir du moment où vous reconnaissez les races et que vous en excluez les uns contre les autres, c'est du racisme. C'est clair d'une manière ou d'une autre. Simplement, ce que je dis aussi, c'est qu'on passe des jours et des nuits à débattre de ce sujet, dont je rappelle qu'aujourd'hui, les problèmes sociaux, on n'en parle quasi jamais. Or, ils sont dramatiques dans la période. L'un n'empêche pas l'autre. Attendez, 30 secondes. Et deuxièmement, ce que j'observe, c'est qu'on essaie au lieu d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait rapprocher les points de vue à gauche, on fait tout pour les rendre irrapprochables, qu'on ne puisse plus les rapprocher. Ça, c'est dramatique. Et donc, quand on finit par tirer une position sur laquelle je ne suis pas d'accord, et qu'on finit par en théoriser qu'elle est pour la racisation alors qu'elle est contre, c'est là qu'il y a des tournements de Sébastien Chenu. Oui, que les Français nous préservent de voir ces gens-là un jour revenir au pouvoir. Tous ces gens-là, c'est Audrey Pulvar, ces gens qui abîment notre pays, ces gens qui ont démontré, qui ont donné des leçons pendant 40 ans et qui aujourd'hui se roulent dans cette fange. Que les Français nous préservent de cela, par pitié. Oui, mais nous, on combat ces gens-là, madame. On est pour la République et on combat ce genre de propos. Et on le fait au quotidien et on ne donne pas de leçons aux autres. Voyez-vous. Nous, on est des gens plutôt modestes et quand on regarde ce que ces gens qui ont donné des leçons aux Français pendant 30 ou 40 ans, ce qu'ils sont capables de faire et les propos qu'ils sont capables de tenir, on se dit que vraiment les Français auront du bon sens en faisant en sorte que ces gens-là n'arrivent jamais aux responsabilités pour notre pays. Alors que vous voyez qu'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, sera l'invité de Jean-Michel Apathy demain matin pour revenir sur ce sujet. Sa voix sera attendue parce qu'Olivier Faure a jusqu'à présent été assez clair sur ces sujets, notamment sur les réunions en non-mixité. Donc on verra ce qu'il dira demain sur cette... Je suis d'accord avec Olivier Faure. Avec Olivier Faure, voilà. Jean-Michel Apathy lui
passera le message sans doute demain. Et je vais vous livrer un sondage BVA pour RTL sur le premier tour de l'élection régionale. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé avant cette polémique, je le précise. Ça sera intéressant, évidemment, de voir comment les scores vont évoluer ou pas. Vous voyez ici que Valérie Pécresse est en tête à 31% des électeurs, suivi de Jordan Bardella, 16% pour le RN, Laurent Saint-Martin pour La République En Marche, Audrey Pulvar donc pour les socialistes à 12% et talonné par Julien Bayou. On verra l'évolution des choses à la suite de cette polémique sur laquelle on va revenir tout de suite dans le journal du Grand Soir. C'est parti.